dîner dans un restaurant du Trastevere et, après les toasts, les souhaits, les embrassements et les larmes de la belle-mère, nous nous retirâmes chez nous, au-dessus de mon magasin de quincaillerie, rue de l'Âme. Nous étions mariés, un peu embarrassés tous deux. Une fois dans la chambre à coucher, je commençai par ôter ma veste que je suspendis au dossier d'une chaise et, pour rompre la glace, ne sachant trop que dire, « Tu as vu, nous étions 13 à table. Il paraît que ça porte bonheur. » Adèle avait enlevé ses souliers neufs qui lui faisaient mal et se regardait debout devant l'armoire à glace. Elle répondit vivement, gaiement, comme si ma phrase avait chassé sa timidité. « Mais, Gino, nous étions 12, 10 invités, puis nous deux, 12. Or, au restaurant, pour pouvoir commander en conséquence, j'avais compté les présents, et c'était précisément en les comptant que je m'étais aperçu de ce nombre 13, si bien que j'avais dit à Ludovic, l'un des témoins, « Nous sommes 13. Je ne voudrais pas que cela nous porte malheur. » Et il m'avait répondu, « Mais non, cela porte chance, au contraire. » Assis sur le bord du lit, en train d'ôter mon pantalon, « Tu te trompes, nous étions 13. » Je l'ai remarqué et en ai fait la réflexion à Ludovic. Sur le moment, Adèle ne me répondit pas parce qu'elle avait la tête et la moitié du corps empêtrés dans sa robe qu'elle enlevait par en haut. Mais comme elle en émergeait, avant même de reprendre son souffle, elle protesta avec vivacité. « Tu as mal compté, c'est dans la rue que nous étions 13. Mais Méo est parti et nous sommes restés 12. » J'étais maintenant en caleçon et je ne sais pourquoi je m'impatientais. « Méo n'a rien à voir là-dedans. Je t'ai dit que j'avais fait le compte au restaurant. » Alors, dit-elle, en allant prendre sa robe dans l'armoire, « il faut croire que tu avais déjà un peu trop bu quand tu as compté. Voilà tout. » Comment, j'ai bu? Si, j'ai bu 2 verres en tout, y compris le mousseux. Finissons-en. Nous étions 12 et, si tu ne t'en souviens pas maintenant, c'est que tu es saoul et que tu n'as pas la mémoire nette. Saoul, moi, nous étions 13. Et moi, je te dis que nous étions 12. 13, 12. Nous étions maintenant nez à nez au milieu de la chambre, moi en caleçon, elle en jupon. Je la saisis par le bras et lui hurlai en pleine figure. 13. Mais soudain ma colère s'évanouit et je me mis en devoir de l'embrasser en murmurant. 13 ou 12, ça n'a pas d'importance. Embrasse-moi. Mais tout en tombant sur le lit et en acceptant mon baiser, elle chuchota, presque sous mes lèvres qui rencontraient les siennes. Oui, mais nous étions 12. Cette fois, je bondis presque au milieu de la chambre et criai. Ça commence mal. Tu es ma femme, tu dois m'écouter. Si je te dis que nous étions 13, c'est que ce doit être vrai, et tu n'as pas à me contredire. Elle se leva du lit à son tour et, du haut de sa voix, « Oui, je suis ta femme, ou plutôt je le serai, mais nous étions 12. Attrape ça, nous étions 13. » Une gifle était partie, la première, sèche et sonore. Adèle demeura un instant comme abasourdie, puis elle courut à la porte du salon, l'ouvrit et du seuil me cria « Nous étions 12, laisse-moi tranquille, tu me dégoûtes. » Et elle disparut. Après quelques minutes de stupeur, je me ressaisis et allai frapper à la porte. J'appelai, je suppliai. Silence. Et ce fut notre nuit de noces. Je la passai tout seul, somnolent à demi vêtu sur le lit, tandis qu'elle en faisait tout autant, je pense, sur le divan du salon. Le lendemain, d'un commun accord, nous eûmes recours à sa mère pour lui demander combien nous étions. Or, nous apprîmes qu'en réalité nous étions 14, car il y avait 2 petits garçons, si petits qu'ils avaient glissé de leur chaise et s'étaient mis à jouer sous la table. Quand j'avais dénombré les convives, l'un des marmots était encore assis. Quand Adèle avait fait son compte, tous les 2 avaient disparu. Ainsi avions-nous raison l'un et l'autre, mais en tant qu'épouse, Adèle avait tort. Après un tel début, les occasions ne se comptent plus où Adèle fit preuve de son obstination. Elle avait la manie de discuter à propos de n'importe quelle ineptie. Si je disais blanc, elle disait noir, ne cédait jamais, n'admettait jamais se tromper. On n'en finirait plus si l'on voulait tout raconter. Cette fois, par exemple, où durant une journée entière,
entière, elle soutint que je ne lui avais pas donné l'argent pour le marché. Et puis, après avoir discuté pendant 24 heures, voilà que l'argent se retrouve qui prenait le frais, comme une rose dans un verre, sur le rebord de la fenêtre du cabinet. Bien entendu, la discussion continua car elle soutenait que j'avais laissé, moi, l'argent sur la fenêtre, tandis que, de mon côté, je lui démontrais par les faits que la chose était impossible car c'était elle qui, après avoir reçu l'argent, était allée dans ce réduit intime. Et c'est d'autres fois où elle montrait le même entêtement en prétendant qu'Alexandre, le barman du café d'en face, avait 4 enfants alors que je savais pertinemment qu'il en avait 3, ce qui amena une discussion d'1 semaine, le barman étant absent. Et puis, à son retour, nous découvrîmes qu'il avait 3 enfants quand notre discussion avait commencé, mais que, entre-temps, un 4e était né. Des niaiseries en somme, et bien sûr, tantôt c'était moi qui avais raison, tantôt c'était elle, mais ce que j'essayais en vain de lui faire entendre, c'est qu'avoir raison ne comptait pas, mais que ce défaut de discuter sur tout et sur rien finirait par ruiner notre ménage. Elle me répondait « Ce n'est pas une femme que tu veux, mais une esclave. » À force de discuter, nous n'étions plus jamais d'accord. Ouvrais-je la bouche pour dire la chose la plus indiscutable comme « Il fait soleil aujourd'hui », que je me sentais déjà tout énervé à la pensée qu'elle allait me contredire. Je la regardais et elle ne ratait pas. La voilà qui disait aussitôt « Mais non, Gino, il n'y a pas de soleil, le ciel n'est qu'un nuage. » Alors je prenais mon chapeau et fuyais la maison, car si j'étais resté, j'aurais éclaté de fureur. Un jour, passant par Ripetta, je rencontrai par hasard Julia, une fille à laquelle j'avais fait la cour peu de temps avant de connaître Adèle. Je m'étais rapidement lassé d'elle, ne lui trouvant pas assez de personnalité. Elle approuvait en effet tout ce que je disais et ne me donnait jamais tort, dans le cas même où, indubitablement, je n'avais pas raison. Et maintenant que j'étais devenu l'époux d'une femme indépendante, je regrettais cette Julia si douce et conciliante, et me mordais les doigts de lui avoir préféré Adèle. Ce matin-là, je fus tout heureux de la rencontrer, simplement pour cette différence de caractère avec ma femme. Et tandis qu'elle s'excusait, alléguant son marché à faire, je la retins pour le seul plaisir de l'entendre me donner raison, et de la voir si douce, ne soulevant aucune objection. J'insinuai, pour la mettre en quelque sorte à l'épreuve. Ne regrettes-tu pas le tort que tu m'as fait? T'es-tu aperçu que les autres hommes ne me valaient pas? Dis, pourquoi n'as-tu pas voulu de moi? Je savais parfaitement que tout ceci était faux. J'avais été le premier à rompre nos relations, non sans lui avoir dit que les femmes trop dociles, comme elle, ne me plaisaient pas. Mais je voulais voir ce qu'elle allait répondre à cette accusation aussi fausse qu'injuste. En entendant mes paroles, la pauvre petite écarquilla les yeux, de surprise. Un instant, elle eut certainement la tentation de me répondre que les torts étaient de mon côté, ce qui était vrai, et que c'était moi qui l'avais quittée. Mais sa nature reprit le dessus. Il a dû y avoir un malentendu, Gino. Moi, tu sais, je ne t'aurais jamais quitté. Je t'aimais tant. Notez qu'elle ne m'accusait pas de mensonge, comme certes l'aurait fait Adèle. Elle cherchait, au contraire, à me disculper, admettant au besoin, pour me faire plaisir, qu'il y avait eu peut-être un peu de sa propre faute. J'éclatai alors d'un rire amer à la pensée de la bêtise que j'avais commise en lui préférant Adèle, et je m'exclamai en lui caressant la joue. Je suis le seul coupable, et je le sais bien, crois-le. Il n'y a malheureusement pas eu de malentendu. J'ai eu tort. Quant à ce que je viens de te dire, cela n'avait d'autre but que de voir ce que tu allais me répondre. Et puis je lui caressai l'autre joue, ce qui la fit rougir de plaisir, et je m'éloignai. Mais avant de tourner le coin de la rue, je me retournai. Elle était là, immobile, sur le trottoir, son filet à provisions au bras, me regardant, abasourdi. Nous étions à la fin de mai, et le jour qui suivit cette scène, nous allâmes, Adèle et moi, à Fréchenne en scooter pour prendre notre premier bain de mer. Nous trouvâmes une plage déserte, un ciel d'un bleu aveuglant de soleil, et le vent soufflait fort, à ras de terre, cinglant, chargé de sable. Près du bord, la mer n'était que vague verte,
chevauchaient et se jetaient les unes contre les autres. Au large, elle était striée d'un bleu presque noir avec, çà et là, quelques crêtes blanches. Adèle exprima le désir d'aller en barque et, quoique la mer fût plutôt mauvaise, pour ne pas faire d'objection et l'entendre répliquer que la mer était d'huile, je louai une barque et la fis mettre à l'eau. J'étais en costume de bain, Adèle au contraire était tout habillée et, toujours par crainte de discussion, je n'avais pas insisté pour qu'elle se déshabillât. Le garçon de plage poussa la barque, je pris les rames et me mis à ramer vigoureusement contre les vagues. Elle n'était pas forte et dès que je fus sorti des bas-fonds, je ramai plus calmement, attentif toutefois à prendre la vague en proue, car si je m'étais mis par le travers, la barque, une coquille de noix, aurait pu tourner. Adèle était assise à l'avant, se balançant au rythme des vagues. Tout à coup, en la voyant tout habillée et me rappelant que je n'avais pas osé la prier de se dévêtir, je me sentis agacé et le désir me vint de lui raconter ma rencontre avec Julia. Tout en ramant, je lui racontai donc comment j'avais voulu mettre le caractère de Julia à l'épreuve et comment elle ne m'avait pas contredit. Adèle m'écouta tandis que la barque tanguait et finalement elle dit avec calme: « Tu as fait erreur, tout a été de sa faute puisque c'est elle qui t'a laissé tomber. » Je donnai un violent coup de rame pour éviter une vague plus forte que les autres et répondis nerveusement: « Qui t'a dit cela? C'est moi, un soir, qui lui ai fait comprendre que j'en avais assez. Je me souviens même de l'endroit, sur le quai du Tibre. » Adèle, les cheveux flottant au vent, répondit avec une certaine malignité dans la voix: « Comme d'habitude, tes souvenirs te trompent. C'est elle qui t'a laissé en te disant qu'elle te trouvait trop querelleur, ce qui est vrai, et ne croyait pas pouvoir vivre avec toi. Mais qui a pu te dire cela? Elle-même, quelques jours après. Mais c'était faux, si elle te l'a dit, c'était pour cacher sa déception, le renard et les raisins. N'insiste pas, Gino, elle me l'a dit et sa mère me l'a confirmé. Non, je te dis que c'est faux, c'est moi qui l'ai quittée. Non, c'est elle. Je ne sais quel démon me poussa. J'aurais supporté d'être contredit à propos de n'importe quoi, mais pas sur ce sujet-là. Je suppose que mon amour-propre d'homme était en jeu. Je lâchai les rames et me dressant dans la barque, je criai: « Assez, je ne veux plus discuter. Si tu parles encore, tu reçois un coup de rame sur la tête. » Et c'est donc, tu te mets en colère, donc tu as tort, tu sais bien qu'elle t'a laissé. Non, c'est moi qui... J'étais debout au centre de la barque, hurlant pour me faire entendre dans le fracas des vagues. La barque montait et redescendait avec ses rames abandonnées et s'était mise en travers sans que j'y prenne garde. Je me souviens qu'Adèle se leva à son tour et me cria avec ses mains en porte-voix: « C'est elle !» Au même moment, une vague puissante s'éleva, verte avec sa crête d'écume, et s'écroula sur nous, nous renversant dans la barque. Je tombai à l'eau en pensant que, heureusement, la barque ne s'était pas renversée, et puis, tout à coup, j'enfonçai, pris par un tourbillon. J'enfonçai, bus une grande gorgée d'eau, puis remontai à la surface, luttant contre le courant et appelant Adèle en vue. Je l'appelai de toutes mes forces, et je me mis à nager vers la barque sans savoir ce que je faisais. Mais chaque lame l'éloignait un peu plus, et chaque fois que j'appelais Adèle, ma bouche s'emplissait d'eau. Finalement, je me mis à nager en cercle, cherchant ma femme, mais Adèle avait disparu. On ne voyait plus que les vagues qui se pressaient vers la rive, et mes forces diminuaient. J'eus peur de me noyer et me mis à nager vers la plage. Enfin, mes pieds touchèrent le fond, et bien que je fusse encore loin du bord, je m'arrêtai et commençai à crier. À mes cris, un bateau se détacha du rivage et vint à ma rencontre. Moi, je continuai à regarder au loin, cherchant Adèle sur cette mer déserte à perte de vue, à part la petite barque qui s'en allait à la dérive avec ses rames abandonnées. Et je commençai à pleurer en répétant « Adèle, Adèle » à voix basse. Il me semblait que le fracas des vagues me répondait. C'est elle, avec la voix d'Adèle demeurée en l'air et qui continuait à me contredire. Mais le bateau de sauvetage
ménage arrivait avec des baigneurs, et nous cherchâmes pendant 3 heures. Hélas, le corps d'Adèle ne fut retrouvé ni ce jour-là, ni les jours suivants. C'est ainsi que je suis devenu veuf. Une année passa, et un jour, je pris mon courage à 2 mains pour aller trouver Julia. Sa mère me fit passer dans la salle à manger, et comme elle entrait, « Julia, dis-je, je suis venu te demander de devenir ma femme. » Elle rougit d'émotion et répondit de sa voix douce, « Je ne dis pas non, mais il faut que j'en parle à maman. » Ces mots me frappèrent et me parurent, à la réflexion, de bon augure. Finalement, nous nous épousâmes.